Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo qui servait surtout notre identité de lecteur, parce que j'avais envie, en fait, de réfléchir, moi, sur ma propre façon de lire et de m'interroger sur ce que je retenais des ouvrages. Et du coup, j'avais envie de partager un peu cette courte réflexion que j'ai eue ces jours-ci. En fait, cette réflexion, elle est partie d'une conversation que j'ai eue avec le meilleur ami de mon mari il y a 10 ans. C'était il y a vraiment assez longtemps. Je venais de commencer une œuvre, je vous dirai après laquelle, à laquelle je ne comprenais pas, je n'adhérais pas, enfin c'était vraiment très difficile pour moi, et c'est une œuvre qui est réputée comme étant un chef-d'œuvre littéraire. Et donc j'avais dit à ce meilleur ami de mon mari, qui est un auteur et qui est aussi un journaliste, très connu, d'une revue littéraire très connue, je lui avais dit que je passais complètement à côté de cette œuvre, et il m'avait dit: «Si tu passes à», enfin il m'avait répondu, pardon: «Si tu passes, à côté d'un chef-d'œuvre littéraire, c'est le chef-d'œuvre qui a raison». Et ça m'avait, beaucoup vexée, je pense. Je m'étais dit: enfin, d'où le chef-d'œuvre a raison, je peux passer à côté d'une œuvre, c'est peut-être juste que l'œuvre est pas si bonne que ça». Enfin, bref, je m'étais vexée, quoi, vous avez compris l'idée, je pense. Et puis je pense je me souviens plus très bien de la conversation, je me souviens en tout cas de cette phrase sur le chef-d'œuvre, mais je crois que j'avais rétorqué quelque chose du genre, «Mais enfin, il y a quand même une part éminemment subjective, on n'est pas obligé de trouver que c'est un chef-d'œuvre» et cetera et cetera. Bon, ce genre de conversation. Et puis, j'avais quand même été tellement vexée que depuis, j'ai lu, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres très, très réputées. J'ai vraiment voulu me confronter, en fait, à cette affirmation qu'il m'avait dit, et j'en suis venue à penser qu'effectivement, il avait raison. En tant que lecteur, quand on passe à côté d'un chef-d'œuvre littéraire, c'est le chef-d'œuvre qui a raison. Alors, je vais revenir justement sur cette assertion, et je me suis dit déjà que j'allais essayer de définir ce qu'était un chef-d'œuvre littéraire, parce que c'est bien gentil de parler de chef-d'œuvre, mais de quoi parle-t-on? Alors j'ai croisé plusieurs sources, et puis je mets aussi un petit peu de ce que je pense, et en fait, je me suis dit, un chef-d'œuvre littéraire, c'est 5 choses, plus ou moins 5 choses. Alors, après il y a certaines œuvres qui ont carrément ces 5 critères, d'autres qui en ont que 2 ou 3, mais ça reste des chefs-d'œuvre. Mais ce sont avant tout les chefs-d'œuvre littéraires, une œuvre, forcément originale, en tout cas, qui apporte quelque chose de nouveau ou de surprenant. C'est aussi une œuvre qui se révèle dans la qualité de l'écriture, parce que l'écriture est soignée, parce qu'elle est innovante ou parce qu'elle est très poétique. C'est une œuvre qui peut traiter d'un sujet très universel, qui toucheront n'importe quel lecteur, en fait, quelle que soit la culture ou l'époque. Ça peut être une œuvre qui a une influence très forte, que ce soit dans la littérature qui la suit, mais aussi dans la société en général, ou dans l'art, en peinture ou en cinéma. Et puis c'est bien sûr un chef-d'œuvre, c'est une œuvre qui a une durée de popularité absolument, extraordinaire, en fait. Voilà, donc je me suis arrêtée sur ça, je me suis dit: originalité, qualité de l'écriture, universalité du sujet, influence de l'œuvre et bien sûr durée de la popularité, et on va revenir un peu plus en détail dans chacun de ces 5 critères. Alors, premier critère, j'ai dit l'originalité de l'œuvre. Souvent les œuvres très originales constituent Pour ad enfin, elles peuvent constituer le début d'un chef-d'œuvre, et là, je pense à 2 œuvres quand je dis ça, et celle à laquelle je pense en priorité, c'est celle sur laquelle j'avais buté, dans la conversation avec mon ami, qui était Ulysse de James Joyce. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire Ulysse de James Joyce, mais moi j'y suis jamais parvenue, je suis jamais allée au bout. Pourtant c'est une œuvre qui est considérée comme très originale. Elle a été publiée en 1922. C'est considéré comme un monument de la littérature moderne, justement pour son style expérimental qui mêle en fait différents genres et différents points de vue narratifs. Et puis il y a une structure très complexe qui entoure tout le déroulement d'une journée de son héros, qui s'appelle Léopold Bloom à Dublin. Et en fait, la structure même et les différents genres mêlés et les points de vue narratifs en font une œuvre très originale que moi j'ai trouvée jusqu'à maintenant imbitable, mais je comprends que ce soit effectivement, très, très, très innovant, très original. L'autre œuvre à laquelle je pense, en revanche, vous la connaissez en généralement plus, c'est, La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui a été, alors il y a plusieurs volumes, mais entre 1913 et 1927 en gros. Et là aussi l'idée est très originale parce que Marcel Proust, traverse son enfance, sa jeunesse et jusqu'à sa maturité, en fait, en se servant, pas que de ses souvenirs et de ses impressions, mais en fait en allant rechercher les pensées et les expériences par les souvenirs et les impressions, en fait. Donc le procédé est un tout petit peu inversé par rapport à d'habitude, et ça aussi c'est très original. Voilà, donc 2 exemples de chefs-d'œuvre qui ont surtout marqué par leur originalité plus que par leur intrigue ou par leurs personnages, en fait.
Alors, le deuxième critère que j'ai donné, c'est la qualité de l'écriture, pour, souligner un chef-d'œuvre et ben, là, je pensais aux Fleurs du mal de Baudelaire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est un recueil de poèmes, qui date de 1857 ou 58. Je suis désolée si j'ai dit une bêtise, 57 je dirais. Et là, en fait, c'est l'utilisation, enfin la qualité de l'écriture et qui est innovante parce que c'était la première fois que quelqu'un utilisait vraiment le langage poétique, pas politique, pardon, pour parler de la modernité, de la mélancolie et aussi de l'érotisme. Et voilà, la qualité de cette écriture très poétique, en fait, pour aborder ces termes était, on font un chef-d'œuvre. Et l'autre auquel, je songe, c'est, la qualité de l'écriture de Moby Dick. Donc, pareil, bouquin que j'ai pas vraiment apprécié, on pourrait en parler, d'Herman Melville, 1851 ou 1850. Enfin pareil, la même époque, grosso modo, que Les Fleurs du mal. Et là, c'est une écriture innovante aussi et c'est surtout une écriture poétique et la qualité de l'écriture est assez remarquable parce qu'il y a des références bibliques, il y a des allégories, il y a des métaphores, en fait, pour souligner les thèmes de la persévérance notamment, de la destinée et puis de la folie. Voilà pour la qualité de l'écriture. Alors, j'ai aussi dit qu'un chef-d'œuvre littéraire se reconnaissait à ces sujets universels. Alors là, je ne suis pas allée chercher très loin, vous allez voir, c'est assez simple. Je pense évidemment déjà au Petit Prince, ce conte de Saint-Exupéry, au début du XXe siècle, qui retrace l'histoire de ce petit garçon, enfin ce petit prince d'ailleurs, qui voyage à travers différents mondes. Et là, les thèmes traités sont universels, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la vie et c'est la mort. Et puis je pense aussi bien sûr à L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui raconte l'histoire d'un berger andalou qui veut devenir alchimiste. Et là, les thèmes universels sont, ben, en fait, la connaissance de soi, l'épanouissement personnel, la poursuite du chemin, en fait. Et tout ça sont des thèmes universels qui parlent à qui que ce soit, presque, j'ai envie de dire, quelles que soient les cultures et les époques. Alors le quatrième critère que j'ai donné, c'était de dire qu'un chef-d'œuvre littéraire se reconnaissait aussi à l'influence qu'il avait eue, soit sur la littérature, soit sur l'art ou même la société, la politique en général. Alors là, j'ai pensé à Roméo et Juliette de Shakespeare, donc pareil, 16e siècle, fin du 16e. Heu, Histoire d'amour, tellement connue que je crois que c'est même pas la peine d'expliquer de quoi ça parle. Mais ça a eu une influence considérable évidemment sur la littérature, mais sur l'art, sur la culture populaire en général. Il y a eu des comédies musicales, il y a eu des films, il y a eu des adaptations, il y a eu, des reprises dans le texte, il y a eu, enfin tout est possible en fait, il y a eu plein de gens qui se sont plein d'histoires d'amour où les gens se sont apparentés à Roméo et Juliette parce que c'était des histoires d'amour impossibles. Donc l'influence de Roméo et Juliette est énorme et on pourrait même dire d'ailleurs que ce critère-là de l'influence de Roméo et Juliette va aussi sur la durée de sa popularité, hein, parce que fin du 16e, ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Et puis un autre exemple d'œuvre qui m'est venu, sur l'influence dans la société, bon, on y pense moins, mais je me suis dit quand même ça marche pas mal, c'était Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Parce que, en fait, dedans, il aborde les termes de, l'individualisme, de l'individualité, de l'éducation, de la liberté et ça a eu une influence énorme en termes de société, de politique et de même de philosophie, en fait. Donc ça a marqué son temps et plus loin. Oui et alors le cinquième critère, ce que j'avais dit, c'était, bah, la durée de la popularité. Bon, voilà, j'en ai dit plein donc l'Iliade et l'Odyssée, hein, pour ne citer que ça quand même, qui date de l'Antiquité grecque. J'ai cité Roméo et Juliette, on pourrait dire Hamlet, Le Comte de Monte Cristo et Les Misérables. Enfin, il y a une multitude d'œuvres comme ça où la durée est tellement énorme que, que c'est évident qu'en fait, si ça traverse toutes les années, toutes les cultures et toutes les époques, c'est qu'effectivement il se passe quelque chose derrière l'œuvre et que c'est probablement un chef-d'œuvre. Alors, en fait, fondamentalement, pourquoi c'est le chef-d'œuvre qui a raison? Je vais passer par une petite métaphore. En fait, quand vous voyagez dans un pays étranger, peu importe ce pays et que vous allez visiter un temple, vous allez visiter ce temple et puis, je sais pas, vous vous dites: «Mon Dieu, tout ça pour ça, j'ai fait, des heures de queue pour acheter un ticket pour, faire cette visite et c'est juste ça», je caricature évidemment, c'est pas ça qu'on se dit en général, mais enfin bon, essayons d'imaginer. C'est 3 pierres en haut d'une montagne, à quoi bon tout ça? Bon,
et puis vous quittez votre temple et puis vous continuez votre périple. Ce qui se passe, c'est que même quand vous terminez votre périple, le temple, il reste le temple, en fait. Il n'a pas besoin de vous pour continuer à être ce temple, ni des autres qui tournent autour. Il est là, en haut de sa montagne. Et en fait, il a raison de lui-même, j'ai envie de dire, indépendamment de tout regard extérieur et donc de, de votre regard, en fait. Il vit, peu importe ce que vous en pensez. Et c'est un peu pareil pour le chef-d'œuvre littéraire. En fait, quels que soient les goûts de celui qui parcourt, le chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre. Il a déjà démontré quelque chose, soit en termes d'originalité, soit en termes d'écriture, soit en termes de popularité, soit en termes de durée, bon ça évidemment, il est, soit en termes d'universalité. En fait, il existe, il est là en tant que tel. Il y a des gens qui se penchent dessus, qui continuent de réfléchir dessus. Et en fait, personne n'arrive à se l'approprier parce qu'on peut toujours écrire sur ce chef-d'œuvre et essayer de le comprendre et puis personne peut vraiment en faire le tour. Il vit même indépendamment de son auteur. C'est d'ailleurs un très bon exemple pour Le Petit Prince. Il y a encore des gens qui réfléchissent à différents sens cachés, à d'autres façons de l'interpréter et en fait, c'est indépendamment de ce que le texte dit et c'est indépendant même de ce qu'a voulu dire l'auteur. Ça ne les regarde plus, en fait. Le chef-d'œuvre vit par lui-même et on n'a plus besoin de l'appréciation subjective de telle ou telle personne pour lui donner du crédit. On s'en fout, ça a dépassé tout ça. Ça a